Bon, c'est une très bonne question. Beaucoup de personnes se la posent. Pourquoi tester les vaccins en Afrique? Dans la recherche et développement d'un médicament ou d'un vaccin, il y a souvent ce qu'on appelle un protocole. On établit un protocole qui doit rigoureusement respecter certaines normes scientifiques. Entre autres, le protocole doit permettre à ce que le nouveau test qu'on veut faire sur le nouveau médicament puisse être reproductible, mesurable et reproductible, et surtout internationalisable. C'est-à-dire, un médicament ou un vaccin ne peut pas être seulement efficace en Europe ou en Afrique ou en Asie, là où on a vu la pandémie se développer. Donc, nous avons intérêt, nous, Africains, à participer également à ce test. Le problème est le mot « uniquement ». Est-ce que les tests seront faits uniquement en Afrique? Non, les tests seront faits partout dans le monde. Et les tests respecteront les normes scientifiques de développement d'un nouveau médicament ou d'un nouveau vaccin. Les Africains n'ont pas à avoir peur. Certes, en matière des vaccins, il y a l'implication de chefs d'État, de chefs de gouvernement. On ne nous traite pas comme des cobayes comme tels, mais il y a des cobayes humains qui doivent accepter de participer. Il y a une loi, quand nous enseignons aux étudiants, moi j'enseigne le cours de développement des médicaments, il y a une loi qu'on appelle la loi Nuremberg, qui demande à ce que les participants puissent signer un document qu'on appelle le consentement volontaire. Vous acceptez vous-même de participer à l'étude. Mais votre gouvernement, le ministère de la Santé, est informé du processus de ces tests. Alors je disais que les Africains peuvent avoir des inquiétudes parce qu'il peut y avoir mort d'homme. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai un candidat vaccin, on appelle ça candidat. J'ai un candidat vaccin, on vous vaccine et on vous met ensuite en contact avec le virus pour voir si le vaccin est efficace à 100%. Donc vous devez accepter d'avoir le vaccin, ce candidat vaccin, et vous devez accepter après qu'on vous mette en contact avec le virus. Ça sera un virus atténué, on ne doit pas vous donner la mort, même pas accidentellement. Dans chaque pays, les promoteurs, ceux qui veulent faire ces tests, vont choisir ce qu'on appelle des personnes qu'on appelle des investigateurs. Ce sont des scientifiques chevronnés. Vous voyez par exemple en RD Congo, le professeur Mouyembe, c'est un scientifique chevronné à la matière. Et lui, il va regarder le protocole, voir si tous les aspects du protocole sont respectés, si toutes les normes sont respectées. Il va en informer les chefs du gouvernement, au besoin les chefs de l'État, parce que accidentellement, la mort peut arriver. Mais les promoteurs ne prévoient pas qu'il y ait mort. Les étapes précliniques, les étapes sur les animaux doivent être franchies. Et le promoteur et son équipe, le chef du gouvernement, ceux qui vont décider que les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens, les Africains puissent participer, doivent être rassurés que les premières étapes ont été franchies. Donc les étapes sur les animaux, les étapes, il y a un test qu'on appelle test sur, les Africains se posent cette question, sur les organes de reproduction, mâle ou femelle. Qu'est-ce que quels sont les dommages sur les organes vitaux? Tous ces tests sur les animaux doivent d'abord être satisfaisants à 100% avant que l'on passe les tests cliniques chez l'homme. Je vais vous surprendre en vous disant que beaucoup de médicaments que nous voyons aujourd'hui ont suivi les mêmes procédures. Et peut-être vous ne savez pas, parce que ce qu'on appelle, il y a un mot qu'on utilise dans le développement des médicaments qu'on appelle l'insu. On vous donne un médicament, vous ne savez pas que c'était en train de faire un test. Vous avez donné votre consentement volontaire, vous êtes volontaire, mais au moment où on vous donne le médicament, on peut vous donner soit un placebo, on peut vous donner le médicament même qu'on appelle Verum, c'est-à-dire ce qu'on veut tester. Donc on va comparer deux groupes. Un groupe qui reçoit le Verum, donc le médicament qu'on veut tester, un groupe qui reçoit le placebo. Et il y aura donc une analyse statistique pour voir s'il y a une différence significative entre ceux qui ont reçu le placebo et ceux qui ont reçu le Verum. Il y a toute une procédure. Je crois que
Les scientifiques de chaque pays connaissent ces procédures et ça sera rigoureusement respecté. Pour lutter contre la propagation de la pandémie Covid-19, il y a 4 mesures très efficaces. Et il faut vraiment mettre l'accent sur ça. La première mesure, c'est le lavage de mains. Le lavage de mains. Savoir bien se laver les mains avec du savon. Il faut dire aux gens que c'est d'abord avec le savon, l'eau et le savon, bien se laver les mains. Le temps de chanter, bon, c'est 20 secondes le temps de chanter, par exemple, joyeux anniversaire à vous-même, ou aujourd'hui on voit les gens dire joyeux anniversaire à moi-même. Si vous n'avez pas l'eau et le savon, dans la situation où nous sommes au travail, où vous utilisez le gel hydroélectrique, c'est très efficace. C'est très efficace, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est la distanciation sociale. Parce que le virus est porté par des gouttelettes. Lorsque nous parlons ou nous respirons, nous rejetons, au moment de l'expiration, nous rejetons quelques gouttelettes. Et ces gouttelettes, c'est ça qui porte les virus et contamine votre prochain ou votre environnement. Donc nous devons respecter la distanciation sociale de 1 mètre. Ça veut dire, dans cette mesure, éviter de se serrer la main, éviter de faire les embrassades, les accolades, même les, on ne le dit pas, même les tapes amicales. Vous avez votre ami, vous êtes content, en vous racontant une histoire joyeuse qui vous unit, vous vous tapez. Non, il faut arrêter ça, il faut faire une distanciation sociale. La troisième mesure, c'est les masques. Parlons-en un peu. Les masques sont des dispositifs médicaux utilisés pour protéger la personne qui le porte, afin que ces gouttelettes ne puissent pas aller vers les autres. Alors, les masques doivent être triangulaires et couvrir l'ensemble des joues, le menton et le nez. Donc, aujourd'hui, je vois les masques circulaires qui ne couvrent pas les mentons. Ces masques-là sont inefficaces parce qu'il y a possibilité de pénétration par des ouvertures. Un masque doit être triangulaire, avec 3 plis, avec un filtre qui filtre l'air afin que vous ne puissiez pas capter les gouttelettes infectées. Alors, chaque fois que vous ajustez votre masque, vous devez vous laver les mains ou utiliser le gel hydroalcoolique. Vous ne devez pas toucher l'intérieur du masque. Je vois les personnes qui enlèvent leur masque, le mettre sous le menton, je m'excuse, même des hautes personnalités, et je vois à la télé parfois des chefs d'État ou des ministres, ils enlèvent le masque, ils mettent ça sous le menton, et puis ils le reportent. Non, vous ne pouvez pas le faire comme ça. Il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques d'utilisation des masques. Les masques, une fois utilisés, vous devez les jeter. Comme les masques sont des dispositifs médicaux, peut-être il faut les ramener à la pharmacie qui vont les détruire. On ne faut pas les garder dans les penderies à la maison, les garder, c'est pas sur la corde à sécher les vêtements. Il faut pas les garder dans sa poche, dans sa mallette, les femmes dans son sac à main. Il faut laisser les masques être détruits ou les détruire, ne pas les reprendre. Les masques sont faits pour nous protéger des poussières, des particules nocives, des gaz, des fumées. En temps normal, c'est 8 heures, le port d'un masque. En cas de pandémie virale comme la pandémie de Covid-19, la durée de port est réduite de moitié. Donc, c'est 4 heures. Pour une journée de travail de 8 à 10 heures, vous devez avoir maximum 3 masques. Vous portez, après 4 heures, vous changez, vous jetez, ou vous les reportez à la pharmacie, ou bien vous jetez dans un endroit indiqué. Parce que si vous achetez dans la rue ou comme vous voulez, un enfant peut récupérer ou même aller toucher. Donc, je dirais 4 heures.
Je dois vous décevoir tout de suite, les masques fabriqués localement ne sont pas efficaces. Les masques en tissu ne sont pas efficaces. Dans le port de masque, il y a ce qu'on appelle la mouillabilité. Les masques doivent éviter de se mouiller parce que c'est ça, ça ne protège plus. J'ai regardé un article que j'ai discuté ce matin avec un scientifique sur les tests pour voir si les masques sont encore efficaces. Il y a ce qu'on appelle les tests de mouillabilité. Les tests de mouillabilité veut dire que le masque a une durée pendant laquelle le masque est efficace. Donc, réutiliser le masque n'est pas efficace du tout. La durée de vie des virus, c'est dans les verres, les espaces en métallique, c'est 48 heures. Dans l'environnement, c'est quelques heures, 3 à 4 heures. Vous voyez qu'en Europe, on est tout le temps en train de désinfecter l'environnement. Dans les habits, c'est environ 24 heures. Donc, aujourd'hui, il est conseillé, évidemment, nous n'avons pas assez de moyens, mais il est conseillé de changer les habits en 24 heures. Dès que vous rentrez chez vous, vous enlevez tous les vêtements que vous avez portés, puisque le virus est dans l'environnement. Vous êtes protégé par un masque, mais le virus peut tomber sur vos habits dans l'environnement. Alors quand vous arrivez à la maison, vous enlevez tous vos vêtements, vous les mettez à côté, ou bien vous les lavez, immédiatement vous mettez d'autres pour le jour suivant. Ne pas remettre les mêmes habits. Mais peu importe, si vous touchez vos vêtements, ne touchez pas votre face. Si vous touchez vos vêtements, ne portez pas votre main vers les yeux, le visage, les narines. Allez vous laver les mains. Allez vous laver les mains. Tant que, je dis comme première mesure, lavage de mains. Lavage de mains efficace, c'est la première des mesures. Si nous adoptons cette mesure, déjà nous aurons moins de cas. Toujours se laver les mains, éviter tout le temps... bon, évidemment, les femmes doivent toujours arranger leurs mèches ou leurs mais arranger, mais lavez-vous les mains, évitez que la main touche votre visage. Les recherches sont menées aujourd'hui en France, notamment les professeurs Raoul à Marseille. Dernièrement, il a publié une étude sur plus de 1000 patients dont il a trouvé satisfaction. Mais comme je disais au début, pour un essai d'un médicament, il faut un protocole rigoureusement scientifique qui respecte les normes. Sur l'échantillonnage, l'échantillonnage doit être représentatif de la population. Les méthodes doivent être vérifiées. Le protocole doit être accepté par un comité scientifique. Et puis, il y a la notion éthique. Alors, la chloroquine, pour le moment, est en essai. Certains pays, comme les États-Unis, ont dit, mais à défaut de rien, comme il y a quelques résultats, mais pas encore confirmés, on peut toujours utiliser. Retenez qu'au Cameroun ou en RDC, dans beaucoup de pays africains, la chloroquine était utilisée contre le paludisme. Et il y a eu l'apparition de résistance. Cette molécule a été retirée du marché. Aujourd'hui, la chloroquine n'a pas l'AMM au Cameroun, par exemple. Il n'y a pas l'AMM. Donc, on ne peut pas trouver quelqu'un en train de manipuler la chloroquine parce que c'est interdit. Alors, nous attendons à ce que le ministère de la Santé puisse autoriser qu'on puisse utiliser la chloroquine. Donc, je reviens, les résultats sont encore minimes. Les résultats ne sont pas encore, j'ai dit au début, internationalisables. Un nouveau médicament ou un nouveau vaccin doit passer par des mesures reproductibles et internationalisables. Donc, comme j'ai dit qu'on va essayer les vaccins chez nous, il faut aussi que nous, les pharmacologues, ici en Afrique, nous puissions tester le médicament chloroquine chez quelques personnes, après donner des résultats, après que nos protocoles puissent être validés. Donc, pour l'instant, nous sommes en attente. Cela nous procure même un espoir que l'humanité va vaincre cette pandémie de Covid-19.
Très bonne question, je vous remercie. Il y a 3 pistes. Il y a la piste de vaccin pour vacciner un plus grand nombre de gens pour que les personnes soient immunisées. Dans une population en épidémiologie, lorsque 60-70% des personnes sont immunisées, la maladie va s'arrêter d'elle-même parce qu'il n'y aura plus des porteurs sains, des propagations, de transmission. Ça, c'est une piste, le vaccin. Et il y a aussi, comme je dis avec le professeur Raoul et tant d'autres, il y a aussi des chercheurs africains qui sont en train de chercher avec nos plantes, avec nos décoctions, s'il est possible de guérir cette pandémie avec les plantes africaines. Mais voyez-vous, en Afrique, la recherche n'est pas financée. Si vous regardez la télévision en Europe, vous verrez qu'il y a des messages qui disent il y a telle maladie, donnez des dons et des contributions. Je m'excuse, j'ai déjà été dans 10 pays africains, j'ai déjà visité 10 pays africains. Je n'ai pas vu à la télé dire, bon, il y a un chercheur qui veut vaincre telle maladie, s'il y a des dons, de manière à ce qu'on puisse aussi l'aider. Il n'y a pas, en Afrique, des hommes riches, des mécènes, des gens qui peuvent contribuer pour la recherche. En Europe, il y en a, et donc il y a une piste sur les médicaments. Sur les médicaments, et là, il y a à plusieurs stades, car la personne est en phase 3, en phase 2, en phase 1, que les médicaments qui sont efficaces. Et puis, il y a la piste des mesures préventives, comme je viens de l'énoncer là, lavage de mains, masque, distanciation et confinement. Donc, il y a plusieurs pistes. Les Européens sont en train vraiment de travailler. Les Africains aussi, mais ils ne sont pas connus. Je suis heureux que vous m'invitiez aujourd'hui. Peut-être qu'avec cette interview, les gens trouveront utile de se rapprocher de leurs scientifiques pour financer des études. Oui, il y a un mot de sensibilisation. Je revenais sur les 4 mesures. J'ai parlé de lavage de mains, j'ai parlé de la distanciation sociale, j'ai parlé des masques. La 4e mesure, c'est le confinement. J'ai eu la chance de travailler avec un professeur français à Dakar sur les recherches des sérums efficaces contre les morsures de serpents. Donc j'ai étudié la méthodologie, je suis là-dedans dans la méthodologie. Une des choses que j'ai remarqué, je vais vous dire comme une anecdote, le serpent ne se déplace jamais pour rien. Lorsqu'il se déplace, il a un but. Soit un accouplement, soit faire la fièvre, ça veut dire que le serpent a le sang-froid. Il veut faire la fièvre pour augmenter son énergie ou pour manger. J'aimerais que nous-mêmes, nous puissions adopter ce comportement. Ne plus se déplacer pour rien. Se déplacer pour aller voir un ami. Quand ce n'est plus utile, respectons, faisons un peu comme une discipline d'autoconfinement. Ça sera un peu mon mot de sensibilisation. Respecter les 4 mesures. Bien se laver les mains, la distanciation sociale, le port de masque et l'autoconfinement par discipline personnelle. Ne se déplacer que pour acheter à manger, ne se déplacer que pour des raisons de travail, ne se déplacer que pour des raisons d'apporter une aide à une personne qui en a besoin ou pour amener une personne à l'hôpital. Tout autre déplacement vraiment inutile. Quand j'étais étudiant, je termine par là, quand j'étais étudiant et que nous faisions, parce que nous étions logés, les étudiants garçons à part, les filles à part. Et parfois le soir, après avoir étudié, nous faisions un petit tour vers les résidences des jeunes filles. Et quand tu rencontrais un ami, tu te demandais, confrère, tu as fait un tour et tu répondais, tour sans but lucratif. C'était un tour inutile. Et il faut éviter ça. Désormais, il faut éviter ce qu'on dit, j'ai fait un petit tour pour se dégourdir les jambes. Non, restons chez nous, restons à la maison, ne se déplacer que quand c'est utile. Et respectons les 4 mesures. Laissons la science faire son travail. Certes, la population est souveraine. S'il y a des inquiétudes, il faut les porter au niveau des responsables, au niveau des gens à qui nous avons donné un mandat électif, les chefs de nos gouvernements, qui doivent décider sur le protocole. Voilà ce que je peux dire.